partie. Lavina, troisième partie de la conférence avec Simon Lambertsen, historien, sur une histoire des histoires, hein, histoire et historien de l'Antiquité jusqu'à nos jours. On a parlé de l'Antiquité, du Moyen-Âge, et on arrive à la Renaissance, même à la première Renaissance, avec la période des humanistes, et un homme aussi important, qui s'appelle Machiavel, c'est ça que tu veux dire? Machiavel. Même avant lui, le fameux, je ne sais pas comment on dit, quelqu'un qui étudie les textes, exégète. Érudit ou exégète? Et érudit de la bibliothèque du Vatican. Ah oui, voilà. Ça me revient en mémoire. C'est Lorenzo Valla. Alors, aux alentours de 1440, il est bibliothécaire au Vatican à Rome, et en fait la papauté vient de retrouver ses quartiers, si j'ose dire, à Rome, après avoir été à Avignon, après qu'il y ait des querelles pour savoir qui est pape, qui est anti-pape, des fois à un moment il y a 3 papes même. Donc c'est compliqué, donc il y a un manque de légitimité, il faut recréer quelque chose de totalement nouveau en fait. Et ce qui prévalait jusque-là comme dogme presque du pape, c'était de dire, à l'époque romaine, donc au IVe siècle, Constantin, l'empereur romain, hein, celui qui a fait du christianisme une religion officielle, et donc l'a transformé en catholicisme apostolique et romain. Et donc Constantin a légué ses pouvoirs de souverain pontife, donc de maître des ponts, constructeur de ponts, au pape de l'époque, au père, quoi, au père de la tribu, le bon pasteur de Rome. Voilà. Et donc voilà, et cela, tout le monde était persuadé de cette existence, cette fameuse donation de Constantin, donc de l'empereur au pape, voilà, jusqu'à ce que ce fameux érudit là, Lorenzo Valla, arrive et vous dit non, vous avez rien compris, paf, tout ça c'est pipeau et falsification. C'est un faux qui aurait été créé alors je sais plus, 8e ou 9e siècle, enfin, voilà. Alors, donc, la papauté très vite va avaliser le travail de Lorenzo Valla. Donc, en fait, c'est important pour le propos pour dire le faux s'introduit dans l'histoire, ou la notion de faux vraiment à travers une enquête sur un document. Voilà, qu'est-ce qui atteste voilà. Parce que souvent, on dit souvent en histoire, un seul témoin ou une seule source équivaut à ne pas de source du tout, alors qu'en réalité, l'essentiel de l'histoire qu'on a repose bien souvent sur une seule source. Donc là, il y a un paradoxe immense, voilà, qui s'ouvre à nous, mais même en ayant une seule source, on peut toujours creuser et retourner dans tous les sens de la question. On arrive à faire presque à donner autre chose. C'est même la vertu déjà de tous les commentaires, quand ils sont éclairés et réellement travaillés. Voilà, et donc ça me semble important, parce qu'après va s'ouvrir, si vous voulez, une retour de l'érudition. Voilà, tu parlais de l'humanisme, de la Renaissance, et oui, c'est exactement cela. Oui, parce qu'en fait, Renaissance, sous-entendu Renaissance... de l'Antiquité, voilà. Rome, quelque part, s'arrête. Rome s'était poursuivi au niveau de ce pouvoir constantinien, etc., théodosien, avec Justinien à Byzance, c'est devenu Constantinople, la cité de Constantin, et prise par les Turcs, par cette civilisation ottomane en 453. Certains disent c'est la fin de tout. En réalité, bon, Rome c'est déjà s'est étendu ailleurs. Enfin, Rome n'est plus dans Rome, voilà. Mais faut-il la faire renaître différemment, avec un autre esprit, voilà. Ce qui va être l'esprit qui va traverser le XVIe siècle, et qui, effectivement, un temps d'esprit d'érudition. Je t'interromps. Déjà au XIVe siècle, le père des humanistes, pour qui les poètes français de la Pléiade avaient un véritable culte, c'est Pétrarque, qui a traduit beaucoup de textes grecs et romains. On est au XIVe siècle, il était à Avignon. À Avignon, voilà. Il y avait d'ailleurs un pape. Alors, ce qu'on sait rarement, ça on peut lire à très peu d'endroits, c'est qu'une des raisons qui a fait de la Toscane, de Florence, le phare de la Renaissance, c'est que des savants de Byzance, en fait, s'étaient échappés, avaient fui en voyant
la chute de la ville qui s'annonçait, en fait, s'étaient réfugiés à Florence. Ils ont emmené beaucoup de choses en Toscane qui étaient gardées par les héritiers des Grecs, les Byzantins. Donc c'est un des déclencheurs de la Renaissance florentine qu'on sait assez peu souvent. Ça. Et ce qui est amusant, bah là c'est plus pour l'anecdote, mais c'est qu'après, effectivement, des Toscans vont se retrouver à Paris, ou dans le Val de Loire. Et François Ier qui kidnappe un peu, voilà. Qui est kidnappé lui-même, qui lui-même siégé à Pavie, lui-même qui accueille Léonard de Vinci et d'autres, et lui-même qui s'allie avec les Turcs, avec la fameuse, qui inaugure l'alliance de Rovère. Enfin bref, ça c'est pour montrer le sel de la situation. Voilà. Mais à côté de ça, tu as des gens dont le nom, un personnage qui s'appelle Jean Pic de la Mirandola, et qui a été assassiné d'ailleurs. J'ai appris ça en Italie, à Florence, justement, il y a quelques jours. Il aurait été assassiné, comme un autre grand humaniste de la Renaissance. Hein. Et voilà, parce qu'il est dans la polymathie, je ne sais jamais comment on prononce, mais c'est une forme de savoir qui se veut universel, qui est cette fois, du coup, qui entre dans, Leonardo, c'est ça, hein, c'est du dessin, c'est de l'ingénierie, c'est l'architecture, c'est la politique, c'est tout ce que vous voulez, en fait. Voilà. Et ça devient très intéressant. C'est que la chute de Byzance ou de Constantinople, c'est quelque part historiquement le point de départ des royaumes des Balkans et de la Grande Russie aussi. Voilà, tu as toutes ces zones géopolitiques importantes. Et là, on voit très bien que ça va continuer jusqu'à la Grande Catherine, ou contre François Ier, qui s'allie avec les Turcs alors qu'ils sont contre et tout le reste. Tu vois, tout ça. C'est une sorte d'inauguration de grand cycle, c'est un autre cycle qui va trouver son repli avec les révolutions, l'ère des révolutions quelque part. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ça, c'est effectivement de l'âge classique, et on va dire, s'inaugure l'histoire moderne, c'est-à-dire qui considère être dans le mode historique. Le mode, pour moi, ça me fait penser au mode de production. En fait, il y a une production presque matérielle qui n'a pas inchangée depuis lors, depuis ces années-là, 1600, 1500, 1600, 1700, mais qui indique une situation dans laquelle on vit encore, qui est de dire, c'est une civilisation, par exemple, l'écrit prime sur l'oral, alors que jusqu'à présent, ça c'est la race à l'imprimerie en Occident, jusqu'à présent tout l'inverse avait été le cas. Parce que l'écrit, c'est la possibilité de l'ubiquité à des centaines, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui est devenu Internet. L'oralité c'est bien, mais l'écrit, voilà, c'est que d'un coup la parole de quelqu'un peut diffuser à 1000 ou 10 000 exemplaires. C'est ça, une démultiplication. Et voilà, aussi le colportage, l'ère après du colportage, la bibliothèque bleue, etc. Et des petits métiers. Donc il ne faut pas voir ça comme des grands businessmen, mais c'est des petits artisanats. Voilà. Et alors c'est vrai que l'histoire bénéficie. Ah pardon, on me signale une confusion. C'est l'imprimerie qui a été inventée à cette époque-là. Oui. L'écrit, ça existe depuis longtemps. Oui, non, bien sûr, mais c'était sous-entendu que l'imprimerie démultipliait l'écrit à cette époque-là. Alors, pour revenir, tu as cité Machiavel, son discours sur la décade de Tite-Live. Machiavel, qu'est-ce qui le caractérise en tant qu'historien? Alors, c'est deux choses. Donc là je répète, je rappelle, on est au XVIe siècle avec Machiavel. Il y a eu la prise et le sac de Rome par les armées de Charles Quint, on va y revenir par rapport au prince. Mais c'est ça, c'est le prince, c'est 1500 de mémoire, 1513. En fait, donc ça s'adresse à Laurent de Médicis. Et attention, non, Laurent de Médicis, il est mort en 1492. Ça s'adresse à Ludovico Sforza, je crois. Enfin bref, en tout cas, il prend comme exemple. Peu importe, ça s'adresse, c'est dédicacé au prince en l'occurrence, et ça va être considéré comme un manuel d'un savoir-faire des arcanes du pouvoir qu'il ne faut pas mettre dans toutes les mains, d'où la réputation de Machiavel, désastreuse, qui a été forgée ensuite contre Machiavel, qui essaie d'oblitérer la puissance de feu de Machiavel, qui ne consiste pas à faire finalement le panégyrique du prince tel qu'on s'imagine, mais au contraire à montrer au grand jour toutes les failles et toute l'ambiguïté,
tout ce qui en fait fait sa faiblesse en réalité. Alors, le machiavélisme, c'est en réalité la faiblesse du pouvoir, voilà. Et c'est contemporain, c'est ce qui va présider après à tout ce qui va arriver ensuite, Montaigne, dont tu disais tout à l'heure, et même son copain La Boétie, à travers sur la servitude volontaire. Sauf qu'il le fait d'une plume délicieuse, qui fait qu'il est inattaquable en réalité, et il se fait à la fois en tant que chroniqueur et en tant qu'historien, c'est-à-dire que cette fois il va considérer que l'historien est très important, parce que l'historien peut s'appuyer sur l'autre historien. En fait, c'est un peu celui qui a compris que la science historique, c'est de l'art martial. Voilà. On peut s'appuyer sur son propre adversaire, le pire ennemi, le pire adversaire, et un atout dans la manche de celui qui maîtrise la science historique. On pourrait dire c'est un peu l'art italien de la guerre, pour plagier le livre de Sun Tzu. Hein, et oui, on a une forme de... Voilà. Mais ce que je répète toujours, c'est que le but de Machiavel, parce que donc Rome avait été mis à sac en 1529 par les armées de Charles Quint, le but de Machiavel, son mantra c'était fuori i barbari, dehors les barbares. Les barbares, ben, c'était les Allemands de Charles Quint, hein, qui avaient mis Rome à sac 1000 ans après le sac par les Visigoths. Alors justement, Charles Quint, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit allemand, en fait, il est de langue française. Hein. Il est à moitié espagnol, etc. Mais voilà, effectivement. Mais il était accompagné par les Suisses, je crois. Enfin, il y avait les armées de Charles Quint. Bon, c'était la famille des Habsbourg. Donc c'est les cités, c'est en fait, Machiavel, c'est les cités face à l'Empire. Voilà, mais attention, donc je termine ce que je veux dire. D'abord, Charles Quint, je crois que c'est la maison de Habsbourg, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a un peu... voilà, je sais plus, bon, il y avait peut-être une information qui était pas tout à fait... On a extrapolé, mais Voilà, et surtout, bon, on flottait un petit peu. Mais bon, pour revenir à Machiavel, donc, il écrit Le Prince pour enseigner à un prince idéal. Effectivement, il est chez les Médicis. C'est pas Laurent de Médicis, c'est pas Laurent le Magnifique, parce qu'il est mort en 1492, encore une date très symbolique. Hein. Chute de Grenade, découverte de l'Amérique, mort de Laurent le Magnifique. Voilà. Mais pour enseigner à un prince dont le modèle est César Borgia, que pour chasser les armées de Charles Quint et pour que l'Italie retrouve sa liberté, il faut être rusé comme le renard et fort comme le lion pour déjouer les pièges des loups et effrayer les loups. Hein. C'est la métaphore du lion et du renard. Et donc le but de Machiavel, c'est vraiment de redonner sa liberté à l'Italie. Il faut être un mélange de ruse et de cruauté. Il faut reculer devant rien. La fin justifie les moyens. Mais c'est la mise en jeu, c'est-à-dire entre dans l'histoire, quelque part qui est un aléatoire, c'est-à-dire il y a un jeu, il y a une mise en jeu, il y a du risque, il y a un mouvement, et donc on n'est pas sur une reproduction de chromos, de figures caricaturales, stéréotypées, mais bien évidemment c'est un moderne, voilà. Une histoire moderne, voilà. Donc vraiment Machiavel, effectivement, à ce niveau-là, important, et il va courir, enfin il va être très important, même pour quelqu'un comme Vico. Attends, là, Vico, on fait un petit peu un saut, juste, excuse-moi. Il fait ce saut, bah oui, mais on fait des sauts. L'histoire, c'est pas seulement une narration justement chronologique, c'est pouvoir arriver à pirouetter un petit peu. Voilà. Ok. Oui, juste par rapport à Machiavel aussi, dans son récit, oui, voilà, il dit par exemple, quel que soit le mensonge, quel que soit, même si tout le monde sait que le prince a réalisé un crime par exemple, si c'est de notoriété commune, jusqu'au bout il devra nier qu'il l'a fait. Voilà. Donc c'est des choses voilà, qui sont assez énormes, mais on s'en rend compte qu'aujourd'hui on a vraiment l'impression que nos hommes politiques ont lu Le Prince. Quoi. Certains l'ont lu, c'est assez impressionnant. Ok. Oui, on avait commencé à évoquer le discours sur Tite-Live de Machiavel. Oui, on peut passer parce que j'ai pas de lumière plus particulière. Toujours pour dire que c'est une histoire des cités, voilà, c'est une histoire, il y a les histoires florentines, il y a l'histoire, et on s'appuie aussi sur ce qu'a déjà écrit d'autres historiens, et bien on en fait toute autre chose. Tite-Live qui était un historien romain. Voilà, Rome peut, enfin l'histoire canonique de Rome sort du stéréotype et a un intérêt vraiment immédiat pour les enjeux d'aujourd'hui. C'est ça, je pense, l'intérêt dans ces travaux historiques de Machiavel. Comme les États-Unis où on n'étudie pas du tout l'histoire, mais par contre les officiers qui vont à West Point étudient en tout cas énormément toutes les batailles de l'histoire romaine, hein, parce que ça a été l'empire qui a duré le plus longtemps. Bien, alors,
XVIIe siècle, un historien qui est un bénédictin, je crois, qui s'appelle Dom Mabillon. Pourquoi l'histoire a retenu son nom? Parce que vers 1670, il établit une méthode d'étude des documents, ce qui va devenir je m'abuse, la diplomatique, enfin c'est l'étude des diplômes, c'est-à-dire en fait c'est des traités, c'est également une forme de paléographie, c'est comment quand un document n'a pas été par exemple altéré, on n'a pas réécrit des choses derrière, on n'a pas oblitéré, et lui-même faire les travaux au sein des bénédictins, d'où l'expression travail de bénédictin, pour en réalité conforter une forme d'histoire après toutes les querelles religieuses qui ont agité ces siècles, qui se posaient la question de l'incroyance, du spirituel, etc. Et donc, il y avait une importance assez forte à figer des règles. En figeant des règles, des méthodes, etc., on allait orthogoner, enfin, on allait donner une direction particulière à un récit historique ou une manière de faire, et tous ceux qui avaient des manières diverses, autres, se trouvaient un petit peu mis sous le banc. Voilà. Mais il n'était pas le seul, enfin je veux dire, c'est une version, j'allais dire la version d'église de quelque chose qui était déjà de l'ordre de version laïque, qui est celle de Jean Bodin. Jean Bodin, c'est celui qui a écrit les 6 livres de la République, qui parle donc de la République, hein, sa forme romaine en pleine royauté, en plein XVIe siècle, et qui a aussi écrit en latin. C'est à l'époque, c'est pas encore totalement en français vulgaire qu'on écrit ce genre de traité, et c'est en latin, c'est la méthode pour l'histoire, l'écriture de l'histoire. Donc, on est dans un siècle où commence à se structurer, se rationaliser. C'est l'âge classique, c'est l'âge méthodique. Bodin, c'est quel siècle par exemple? C'est 16e, et donc Mabillon, c'est 17e. Donc, d'un siècle d'après, on est sur des figures assez similaires. Et ça va être très important pour effectivement, bien même nos philosophes, qui sont parfois historiens, également au XVIIIe, qui cette fois vont s'autoriser le fait de ne pas seulement raconter l'histoire de leur roi ou leur royaume, mais également, c'est le cas de Voltaire, l'histoire du roi de Suède. Voilà. Parce qu'il considère que Charles de Suède, c'est vraiment le modèle du roi qu'il faut à notre France, et que ce pauvre Louis XV, après Louis XIV, il ne fait pas le figure. Et là, il faut exercer son esprit critique pour à la fois peut-être conseiller certains princes, mais aussi établir la vérité des faits. Alors, bien sûr, l'idéologie fait son œuvre, n'est pas absente, ce genre de discours, mais c'est au moment du siècle des Lumières l'idée que voilà, une conscience éclairée des réalités, des faits, permet à terme finalement l'accumulation des connaissances en fait. Voilà. C'est un projet. Alors, le XVIIIe siècle, il est l'héritier de la Renaissance. À ce niveau-là, oui. Ce qui a disparu entre-temps, par rapport à l'époque des Lumières, au moins en France, en Allemagne, tout ça, c'est quand même l'idée de mysticisme et l'importance donnée à l'art, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus se retrouver entre philosophie et science. Donc c'est vraiment le règne du rationnel qui commence à faire même basse sur la pensée quand même. Ouais, mais c'est un rationnel. On va faire l'histoire. On va faire l'histoire. On est sorti de cette quête uniquement de l'au-delà, d'éternité du Moyen-Âge. On recommence à faire l'histoire avec l'histoire des grandes découvertes aussi. C'est pas exactement main basse, mais c'est donner les conditions pour une forme de savoir historique qui oui, est... parce que de toute façon, l'histoire c'est un historique, donc... ouais. Parce que par exemple, c'est Malesherbes, qui est lecteur de la librairie, c'est l'ancêtre de Tocqueville, qui est en sous-main. Officiellement, il réprime tous ceux qui ont des imprimés séditieux, propose des imprimés séditieux, mais officieusement, il aide les encyclopédistes, par exemple. Et en fait, tu as après, à la fin de cette période, pour moi, c'est le siècle de la philosophie de l'histoire. L'histoire atteint le niveau de l'idée. En
fait, à ce moment-là, c'est-à-dire, elle doit incarner une forme de progrès. Voilà. Et ce progrès... Il y a science, raison et rationalisation. Quand on sort de l'idée qui revenait du Moyen-Âge, d'une destinée biblique ou définie par la religion des peuples, on aboutit à la gouvernance des peuples par la raison et par le bon sens. Ça commence sous Louis XV avec les physiocrates. François Quesnay, qui en fait est un boutiquier. François Quesnay à l'origine n'est pas économiste, c'est un boutiquier, c'est un marchand de... Ça donne un tableau relativement statique. Un tableau statique, mais en fait qui à l'origine d'ailleurs n'était ni économiste quoi que ce soit, il était un simple comptable de la famille Poisson, c'est-à-dire la famille d'Antoinette Poisson, dite la marquise de Pompadour, et qui trouve qu'il fait des calculs tellement bien qu'elle le proposait même au roi Louis XV, qui va fait des calculs sur la France, et c'est lui qui arrivera à organiser la gestion des manufactures. Mais c'est l'économie d'État organisée rationnellement. C'est le développement d'économie, là ça va être très important. Bon, ça c'est très important. Mais attention, rationnellement. C'est intéressant ce que tu dis, juste pour pas que voilà, pour qu'on puisse aller au bout là, parce que chaque chose pour aller en ramification, et on va essayer de tenir, parce que là on est juste au XVIIIe siècle et le temps passe. Donc on avait prévu de parler de Vico, Voltaire, alors on a un petit peu parlé, et puis quand même ces grands idéaux de progrès, alors Vico, Kant et Smith aussi. Vico c'est la science nouvelle, c'est-à-dire on établit on garde des idées de 3 âges, mais c'est un âge de progrès, enfin il y a l'âge de l'humanité, l'âge de l'héros, là je n'ai plus en tête là. Donc, c'est un âge symbolique, c'est-à-dire qu'au début voilà. Aussi l'humanité s'exprime à travers le symbole, et puis en plus va progressivement vers la raison. Et voilà, donc une forme de point de départ, il y a une forme de croyance, mais en même temps dans finalement l'origine, l'âge primitif. Et petit à petit, il y a une sorte de construction qui nous amène vers le progrès humain. Et ce progrès humain, il est bien entendu possible parce que il y a l'entendement humain, il y a la moralité qui est en nous et une sorte de ciel des fixes à l'extérieur. Il y a ce qui va donner après la philosophie de Kant, de l'idéalisme transcendantal, et qui va avec une forme de cosmopolitique. On doit être tous tolérants dans une fraternité, et c'est son projet de paix perpétuelle, mais il y a Saint-Pierre qui est en France qui est assez similaire à ce niveau-là. Je parlais de moralité parce qu'effectivement, ça devient très dogmatique. Ça même un aspect caricatural dans l'écriture, dans la forme de l'écriture. On cherche des principes et on cherche à faire théorie de tout. Et ça se retrouve, et cette philosophie de l'histoire, finalement, je vais dégonfler là, je vais dire, on en paye le prix d'aujourd'hui, c'est qu'elle est donc tellement puissante qu'on arrive. Quand moi en histoire, on me disait ne faites pas de philosophie de l'histoire, du coup on occultait toute la richesse dont elle pouvait être utile, utilisée aujourd'hui pour l'historien lambda en fait. Voilà. Parce que bon, c'est une sorte d'immense monument d'un progrès presque systématique, presque ça, on va le parler avec Igor, mais c'est intéressant quand même, cette idée de Kant, projet de paix perpétuelle. Kant avait projeté une société des nations aussi, je crois bien. Oui, c'est une sorte d'anticipation. Voilà. Alors en plus, à ce moment-là, il y a énormément d'utopie, avec le développement de l'imprimerie, on forge chacun à sa forgerie de rêverie, d'utopie, etc. Et ça nourrit bien évidemment les journaux, les libelles, les tracts, sous le manteau ou à l'air libre. Et puis beaucoup plus pragmatique on pourrait dire, mais avec une forme d'idéalisme, c'est Adam Smith, un essai sur la richesse des nations, où lui il pense que c'est le libre-échange laissé-passer qui nécessairement va retomber comme une fontaine de champagne, le trickle-down effect. Quand il y en a un qui s'enrichit au sommet, ça dégouline nécessairement sur les autres et ça va amener tout le monde à la prospérité finalement. On voit ça encore aujourd'hui, là, sans faire de l'actualité. Oui. Mais disons, ce qui est intéressant à observer, ça rejoint la remarque d'Olivier, c'est-à-dire qu'effectivement, le XVIIIe siècle, c'est le siècle du progrès, de la raison
et du bonheur. C'est-à-dire que si on prend le parcours de l'histoire, au début, c'était vraiment les prêtres qui devaient amener l'humanité ou transmettre l'éternité. Ensuite, c'est le règne des grandes dynasties guerrières. On est au Moyen-Âge. Quand on voit l'échec à la fois du religieux et d'aristocratique, à ce moment-là, les libéraux, la troisième fonction, la fonction marchande, après la fonction des prêtres et des guerriers, la fonction marchande des commerçants dit, eh bien, puisque les deux autres castes ont échoué, nous allons amener le bonheur, finalement. On ne se préoccupe plus d'héroïsme ni de mysticisme, on est dans le travail. C'est le doux commerce. Dans le progrès. Et ça, c'est le 18e siècle. Dans le bonheur, et on va remplacer la transcendance par le progrès et par le bonheur. Et Adam Smith, c'est un peu le prophète de ça, qui dit, maintenant, c'est nous qui allons faire l'histoire, nous les marchands. Et aujourd'hui, on est toujours l'héritier de ça. Quand on associe le libre-échange à la démocratie, on est toujours... C'est pas seulement les marchands, c'est plus complexe comme... Et on y revient. Bien sûr, c'est toujours complexe. Au départ, c'est juridique. Bien sûr, mais à la base... Au départ, c'est juridique, c'est-à-dire que... Oui, mais à la base, c'est une révolution bourgeoise. Oui, révolution bourgeoise, mais faite qui par marche des sur quoi? libéraux, par des gens qui travaillent contrairement aux autres. Pourquoi est-ce qu'on abolit le clergé et la noblesse? Parce qu'on abolit en fait deux forces. Qui ne travaillent pas. Qui ne produisent pas au sens effectivement du progrès et de la raison, mais ça va plus loin. Quand tu remontes au XIVe siècle, tu as Jean Bodin. Jean Bodin qui t'explique qu'il y a une différence entre la royauté divine et la société civile. C'est-à-dire que pour lui, le droit accordé à la société civile fait que la société civile a une existence propre qui n'est pas liée à la volonté de Dieu. C'est la première fois qu'on l'exprime. Tu vas arriver vers le 14e, 15e, un peu avant, vers le 12e, tu avais Abélard. Abélard qui faisait la différence en religion entre le péché et le crime. Le péché, c'est ta conscience par rapport à Dieu. Le crime dépend d'une loi sociale établie pas par le peuple ou par le roi. C'est pas la même chose. Bah là, on est dans la question même de la question révolutionnaire, parce que la question de la peine, la question même après de le voir au niveau de l'histoire de la folie avec la libération de Pinel, c'est ça, c'est exactement un mythe qui est recréé, mais un mythe cette fois de déchaînement. On parlait des enchaînés, c'est les enchaînés qui sont à l'Hôtel Dieu, enfin voilà, et en 1794 que Pinel, qui est un médecin, cette fois bourgeois, libère pour ensuite permettre le développement de l'asile et ensuite après l'expertise juridique, psychiatrique, etc. Ce qu'il y a surtout au XVIIIe siècle, c'est ça qui est très important, parce que j'appelle Montesquieu, l'esprit des lois et la séparation des pouvoirs en France, qui est l'équivalent en Grande-Bretagne, qui date d'un siècle avant, de John Locke, traité du gouvernement civil. C'est à quoi je faisais référence quand je parlais d'entendement humain, pour situer. Cet entendement humain est juridique parce que cette fois-ci, on te dit, il y a quelque chose qui est propre à chaque citoyen, et c'est là où sort l'idée de citoyen, de constitution et de nation, c'est que chaque citoyen a, premièrement, le droit à la propriété, que sa propriété privée soit protégée, et deuxièmement, il est égal avec tous les autres citoyens devant une seule loi. Et cette loi émane du peuple. C'est-à-dire que même l'idée, et c'est ça qui est fantastique chez John Locke, dans l'esprit libéral de John Locke ou de Montesquieu, c'est que même l'idée qu'au départ, qu'il y ait un roi ou qu'il y ait une classe supérieure qui fasse des lois, ne les affranchit pas de la loi elle-même. Voilà, mais c'est la réponse... Ce qui ne fonctionnera jamais d'ailleurs, ce qui ne fonctionnera jamais, et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, tu reproduis une